18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. Coronavirus au Sénégal, une tendance haussière qui continue sa progression. 8 décès enregistrés en 48 heures et 88 nouvelles contaminations citées ce dimanche. La solution face à la montée des cas Covid, un vaccin. Martel Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Sa réaction à suivre dans ce journal, notamment un extrait de l'émission Objection de ce matin, animée par Baye Omar Gueye. Puis à l'arrêt de l'exportation d'arachide, le COPEGA demande la réouverture du marché, un blocage qui risque de compromettre les accords entre le Sénégal et les partenaires étrangers. Dans ce journal, nous irons également au Mali où les autorités de transition ont décrété l'état d'urgence face à la montée des cas de contamination au Mali. Plus de 6000 cas et plus de 200 décès ont été recensés. Aïssatou Gueye-Ba. Une actualité que nous démarrons avec le point du jour concernant l'évolution de la pandémie au Sénégal. 4 nouveaux décès, 88 nouvelles contaminations, dont 58 issues de la transmission communautaire réparties dans plusieurs localités du pays ont été enregistrées. Le point avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1356 tests réalisés, 88 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne et 58 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous avons 6 à Dakar Plateau, Louga et Mbour, 5 à Touba, 3 à Fatick et à Richard Toll, 2 à Médina, Ngor, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur et Yoff. Nous avons 1 aux Almadies, Amitié 3, Cité Asecna, Yara, Diourbel, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaolack, Keur Massar, Khombole, Koumpentoum, Liberté 6, Mamel, Mariste, Podor, Saint-Louis et Vélingara. 29 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce samedi 19 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 758 cas ont été déclarés positifs, dont 16 522 guéris, 365 décédés et donc 870 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin. Notamment le port correct de masque bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon. Surtout, faites observer ces mesures aux membres de votre famille, à votre entourage et également à tous ceux qui sont sous votre autorité. Et quel remède face à la montée des cas de contamination? Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Dr Bousso, parle de vaccins. Dr Bousso invite également à la prise de conscience pour freiner la chaîne de transmission tout en prônant la tolérance zéro. Dr Abdoulaye Bousso était l'invité de Baye Omar Gueye dans l'émission Objection de ce matin. Nous l'écoutons. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous accordons tous que nous sommes dans une deuxième vague. Parce qu'on ne va plus être là à faire des discussions sémantiques. Nous sommes dans une deuxième vague. Au Sénégal, nous avons entamé une deuxième vague également dans beaucoup de pays dans le monde, mais également au niveau du continent africain et dans notre région. Donc, ce
c'est quelque chose qui est réel. Et je pense que toutes ces organisations internationales par rapport à ce qu'ils disent, c'est par rapport à ce que nous avons déjà vécu. Je pense que ces derniers mois, dans la première partie de cette épidémie, ça n'a pas été très facile. Au-delà des malades, au-delà des pertes humaines, mais également de tout ce que ça a coûté sur le plan économique, il est effectivement indéniable de se projeter en disant que si nous revivons la même situation, ça va être très très difficile pour nos pays. Moi je dis oui, ce vaccin, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser ce vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les États-Unis bientôt vont commencer à utiliser le vaccin. C'est la solution. Maintenant, j'aimerais bien vraiment m'arrêter sur le débat qui est autour de la vaccination et surtout attirer l'attention. Il y a beaucoup de débats et surtout de certains de nos collègues. Je pense que, je le dis toujours, Covid doit nous amener à être humble, à rester humble, à continuer d'être humble. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ont un titre de docteur ou de professeur, font de ces discours qui, à mon avis, sont irresponsables. Je pèse mon mot, irresponsable. Parce qu'il faut vraiment connaître la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, les grandes compagnies qui sont en train de travailler sur ces vaccins, ils s'amusent pas. Et je pense qu'il y a un pays qui connaît la notion de responsabilité. Je pense que les États-Unis, ou s'il y a un défaut, s'il y a un dégât sur personne uniquement dans le monde, ils vont payer. Donc, je pense qu'il y a, même si en termes d'initiatives technologiques, il y a des choses qui ont été, il y a des innovations actuelles sur le type de vaccin avec l'utilisation de l'ARN messager. Je pense que nos discours doivent être pesés. Aujourd'hui, il faut un vaccin pour pouvoir régler cette question de Covid. Et je pense que les travaux qui sont en train d'être faits, on peut discuter sur la rapidité, beaucoup de choses, mais soyons prudents sur nos propos. Nous avons fait plus de 5 mois pour atteindre notre pic lors de la première phase. Donc, attention. Donc, vraiment, j'en appelle vraiment à nous tous, la population, à une prise de conscience. La maladie est encore là. Il y a encore, aujourd'hui, nous le vivons, nous personnellement. Ce que nous vivions pas il y a peut-être 3 mois, où tout le temps nous sommes appelés parce qu'il y a telle personne qui est dans une situation grave. Et c'est des situations très, très difficiles, des drames que vivent certaines personnes. La maladie, ce n'est pas que les autres. Ça peut nous atteindre tous, ça peut atteindre nos familles. Et comme je l'ai dit, protégeons nos familles. Quand la maladie nous atteint, les premières personnes qui vont être touchées, c'est nos proches, c'est nos pères, c'est nos mères, c'est nos épouses, c'est nos enfants, c'est nos maris. Donc vraiment, continuons à le faire. Et je pense aussi, au niveau de l'État, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Il faudra une tolérance zéro. Aujourd'hui, moi, je suis toujours très triste quand je vois les rues qui sont barrées, les gens qui se regroupent encore. Il y a besoin, en tout cas, je pense, de corser les mesures en tout cas, de ces rassemblements. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a un débat sur la vie économique. On peut le comprendre sur certaines manifestations, cérémonies qui peuvent se faire. Si vraiment les mesures barrières sont respectées, ça ne gêne pas. Aujourd'hui, on voit le football, on parle beaucoup des spectacles. Je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent se faire. Mais c'est la prise de conscience. Et en attendant le vaccin, le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, invite au respect des mesures barrières, à savoir le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation physique, une prise de conscience individuelle et collective. Lutte contre la pandémie, toujours Kaolack qui prône l'approche communautaire. Le directeur général du programme d'appui à la modernisation de l'État invite les élèves à être des relais communautaires auprès des populations. Écoutons Amadou Diallo, directeur du PAMA, avec Mamadou Camara. C'est avec un réel plaisir que je vis aujourd'hui à Kassaville faire une remise symbolique au nom de Madame la ministre de la Fonction publique, Madame Maria Massar. Quand j'ai été saisi par l'APE de Kassaville pour une requête concernant des équipements, m'a rapidement instruit de trouver tous les moyens pour répondre à cette requête. Donc elle m'avait instruit à travers le PAMA, qui est le programme d'appui à la modernisation de l'administration, de trouver le nécessaire afin d'équiper l'école, qui aujourd'hui est un joyau au niveau de la région de Kaolack, qui a été construit par un digne fils de la ville de Kaolack. Aujourd'hui, il était notre devoir de venir participer à cette action citoyenne afin d'améliorer l'enseignement-apprentissage par l'équipement substantiel des salles de classe. C'est pourquoi, dès que Mme la ministre a été informée de notre initiative, nous a encouragés, nous a renforcés pour qu'on puisse aujourd'hui remettre à l'école 20 tables bancs, une photocopieuse numérique, 2 ordinateurs, 5 chaises bourrées, mais aussi des masques pour l'IA de Kaolack. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en période de pandémie, il y a la deuxième vague qui sévit lourdement. Et malgré les moyens que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place pour un peu épauler les écoles, il reste des efforts à faire. Parce que moi je crois qu'aujourd'hui, seule l'école peut construire des relais pour sensibiliser et orienter les populations. Parce que on est vraiment dans une période où le relâchement a été noté partout. Donc je demande aux enseignants de mettre le focus sur le savoir-vivre, le savoir-être, pour inculquer aux enfants des comportements qu'ils puissent aujourd'hui déployer au niveau de leur maison pour informer à qui de droit que le coronavirus est une maladie qui tue.
et de prendre en compte toutes les mesures barrières édictées par le ministère de la fonction publique. Donc l'école est un bien public et il est de notre devoir de venir accompagner les enseignants, accompagner les élèves pour un mieux-être, pour un mieux vivre. L'aéroport international Blaise Diagne a reçu ce vendredi la certification Airport Health Accreditation après s'être conformé aux mesures sanitaires recommandées par le Conseil international des aéroports, nous informent les services de communication de l'AIBD dans un communiqué. Ils indiquent que ce programme a été mis en place pour aider à amener les voyageurs, que l'aéroport et ses installations restent sûrs et que des précautions sont prises pour réduire tout risque relatif à leur santé, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Sud FM, l'info, c'est ici. Ce samedi, un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la commune de Lourdes-Escale, dans la région de Kaffrine. Bilan, une quinzaine de moutons, des tonnes d'arachides et des réserves de nourriture, entre autres appartenant à un enseignant, ont été complètement calcinés par les flammes. Les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le feu après plusieurs tours d'horloge de lutte. Et puis exportation des graines vers les partenaires étrangers. Le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide demande l'ouverture imminente des frontières. Les membres du COPEGA étaient à Kaolack pour échanger sur cette situation de blocage qui risque de compromettre les accords entre le Sénégal et les partenaires étrangers, notamment la Chine. Écoutons Habib Thiam, président du COPEGA, et au micro de Mamadou Kama. L'exportation a été bloquée par le ministère de l'Agriculture. C'est que nous sommes des citoyens modèles, des républicains. Quand aussi la campagne a été ouverte depuis le 23, on a commencé à acheter, mais l'État nous avait instruit une taxe de 30 francs et que la taxe devait passer le 12. On a respecté quand même le timing, le passage de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et après cela aussi, il y avait la douane qui devait initier et réactualiser son système pour la faisabilité de la taxe de 30 francs. Et on a reçu quand même une note de la douane du ministère de l'économie pour la finalisation de l'arrêté et payer les 30 francs de taxe. Et ce qui est ainsi fait, je pense qu'on n'a pas trouvé aucune contrainte pour l'exportation de graines qui tarde quand même et que nous avons appelé le ministère de l'Agriculture à ouvrir les frontières. Et ce qui est vraiment une erreur parce que je pense que dans le cadre du commerce, c'est le ministère du commerce qui devait même autoriser cela, mais bon, dans le cadre de la recherche qui est un produit spécifique, on a une contrainte au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est dans le cadre quand même de la délivrance du phytosanitaire, du certificat sanitaire qui est un élément majeur dans le cadre de l'exportation. Et la position du COPEGA aussi pour le dénouement quand même de cette situation qui commence à perdurer et qui nous cause énormément de préjudice parce qu'on a signé des contrats, on a eu des deadlines, ça a été des délais de livraison, tout cela aussi ça a été retardé. On avait expliqué à nos partenaires après le 12, juste après on va exporter, tel n'est pas encore le cas. Et on est là pour demander à l'État, particulièrement le ministre de l'Agriculture, d'ouvrir les ventes, parce que le Sénégal qui a signé le protocole et la République populaire de Chine. On ne peut pas exporter, ne pas quand même suivre le protocole entre le Sénégal et la Chine qui obéit à certaines règles, c'est-à-dire que l'échantillonnage et l'analyse quand même pour que l'on respecte quand même les cahiers de charge quand même du protocole. C'est le ministre de l'Agriculture qui doit prendre les mesures. C'est à lui quand même d'ouvrir et de nous permettre d'exporter parce que c'est notre droit le plus absolu. Parce qu'on ne peut plus attendre. Et que s'il y a aussi d'autres prétextes, il n'a qu'à nous le dire. On a fait beaucoup de concessions pour que au moins que respecter la réglementation, respecter aussi les décisions du gouvernement. Je pense que trop c'est trop. Les difficultés liées au manque de réseau de connexion Internet au niveau de Palmarin, dans le département de Fatick, sont désormais un vieux souvenir. La commune vient de se doter d'une nouvelle salle multimédia connectée et 40 jeunes ont déjà bénéficié d'une formation sur l'informatique de base. Goursard. La commune de Palmarin-Fakao entraîne une toute nouvelle salle multimédia connectée à l'Internet administratif. Cette infrastructure qui entre dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique est mise en place par l'Agence de l'informatique de l'État en partenariat avec le ministre Maxime Jean-Simon Ndiaye. 40 jeunes, dont des pêcheurs, des lutteurs et des élèves, ont déjà bénéficié d'une formation sur l'informatique de base. Cheikh Bahoum, directeur général de l'ADIE. Nous venons d'assister à la remise d'attestation pour 40 jeunes dans cette salle que nous avons mis en place. Donc c'est 40 positions qui ont permis aujourd'hui de faire cette formation. Mais également cette salle a été connectée à l'intranet administratif avec la mise à disposition donc de l'outil Internet. Nous avons des élèves, nous avons des pêcheurs, nous avons des lutteurs qui ont pu quand même participer à cette première formation. L'ensemble des métiers de Palmarin vont bénéficier d'une série de formations dans cette salle multimédia durant toute l'année. C'est un soulagement aussi pour le secteur touristique car le réseau de connexion fait défaut dans tous les hôtels.
Joseph Nden, chef de cabinet de Maxime Jean-Simon Ndiaye. Comme Palmarin est un site touristique, je pense que nous allons faire profiter aussi les hôtels parce que dans beaucoup de sites, le réseau de connexion n'est pas bon. Donc, comme il y aura ici une full connexion, donc ils pourront venir profiter de cette salle. On va toucher toutes les activités de Palmarin. Le comité sera mis en place très prochainement. On n'aura pas de problème pour pouvoir vraiment accueillir toutes les couches de la population. L'infrastructure est également ouverte à toutes les communes environnantes dans l'arrondissement de Fimela. Un comité de gestion est mis en place pour l'entretien et la gestion du bijou. Ngorsar Fatick, Sud FM. Ngorsar, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 15 étudiants ont reçu ce samedi leur parchemin au terme de leur formation du master de traduction et d'interprétation de conférences. Il s'agit d'une formation portée par l'UFR des lettres et sciences humaines qui en est à 44 le nombre de diplômés de ce master depuis sa mise en place. Voici le professeur Nyoro Sow, directeur de cette UFR, au micro de Yves Tandé. C'est une cérémonie qui traduit une consécration. La consécration d'une formation qui arrive à son terme, notamment d'un master de traduction et d'interprétation de conférences. Et dans un cadre bien connu, nommé MATIC. Donc nous fêtons nos lauréats qui ont été formés à l'issue d'un parcours de 2 années sur un profil de formation qui, vous le savez, est très exigeant. Ce qui déjà dénote du travail immense qui a dû être fait au niveau du MATIC et par aussi bien les encadreurs que le coordinateur et bien sûr les étudiants. Alors quel est maintenant l'intérêt de former des traducteurs dans le futur? Vous savez, un traducteur, le collègue Ali Sambou le dirait mieux que moi, c'est un interprète. Si vous voulez, c'est un trait d'union sur le plan culturel et sur le plan langagier. Et ce qui veut dire que c'est un métier très délicat et qui demande beaucoup, non seulement de compétences, mais de prudence. Cela fait que la formation en tant que telle est une formation très pointue et qui heureusement a été accompagnée par des spécialistes de renommée et dont non seulement la compétence mais le sérieux sont avérés. Au total, ils étaient combien d'étudiants à recevoir leur parchemin? Alors cette fois-ci, pour ce jour, ils sont 15 à recevoir leur parchemin. Et c'est le total sur les 3 promotions, ils font 44. Le Sénégal se rappelle ce dimanche 20 décembre des 19 années de disparition du premier président de la République, Léopold Sédar Senghor. Pour commémorer la journée, le Parti socialiste, sous la conduite de son secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du disparu au cimetière de Bel-Air avant d'assister à la messe d'anniversaire. Autre date retenue toujours pour célébrer le défunt, c'est le samedi 26 décembre avec la tenue d'un colloque en webinaire pour revisiter l'œuvre et la pensée du président poète. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, était poète, écrivain et homme politique. Le premier Africain à siéger à l'Académie française, a dirigé la République du Sénégal de 1960 à 1980 avant de démissionner de la présidence, très exactement le 31 décembre 1980. Celui qui est surnommé le président poète a tiré sa révérence le 20 décembre 2001 en France à l'âge de 95 ans. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Direction le Mali, de nouvelles mesures prises par le gouvernement pour contrer la deuxième vague à l'issue de son conseil des ministres extraordinaire tenu ce vendredi à la primature. Il a décrété l'état d'urgence. Correspondance au Mali, Sori Ibrahim Maïga. Ce sont 7 nouvelles mesures phares adoptées. Elles concernent l'instauration de l'état d'urgence pour 10 jours à compter de ce vendredi, un état d'urgence sanitaire d'une durée de 6 mois en cours d'adoption. Il s'agit aussi de la fermeture des rues marchandes, de tous les lieux de loisirs, les bars, les discothèques, des établissements primaires, secondaires, publics et privés. Il a également été décidé la suspension des festivals et spectacles culturels pour 2 semaines à compter de ce vendredi.
À côté des mesures fortes annoncées contre la nouvelle vague de Covid, ce vendredi à l'occasion de cette réunion présidée par le président, un plan sanitaire a été notamment évoqué. La pulvérisation des marchés, l'extension de la mesure de télétravail au secteur privé, assurer aussi l'acquisition des kits de tests. Sur le plan économique, 72 milliards de francs CFA est inscrit au budget 2021 dédié à la santé et principalement au paiement des agents sanitaires qui sera effectif d'ici fin décembre. C'est l'information donnée par le ministre de l'Économie et des Finances et co-animateur du point de presse. Il a souligné également que sur 214 milliards ajoutés au budget 2020 pour faire face à la Covid, 140 milliards ont été dépensés. Pour mieux observer ces décisions prises, un comité de veille est mis en place pour veiller à leur application stricte. Rappelons que plus de 6000 cas de coronavirus ont été enregistrés au Mali depuis le début de la pandémie, avec plus de 200 décès, selon les chiffres annoncés par les autorités du pays. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Merci à vous, Sori Ibrahim Maïga, direction le Burkina. Le parti au pouvoir, le MPP, et ses alliés sont les grands gagnants des législatives. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs des législatives du 22 novembre dernier en présence de quelques représentants de partis politiques. Une proclamation des résultats définitifs a été faite au cours d'une audience solennelle du Conseil constitutionnel suivant la correspondance de Mathieu Somda à Ouagadougou. À l'audience consacrée à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 22 novembre dernier par le Conseil constitutionnel, le greffier en chef aborde sans beaucoup de précision les recours et l'annulation de certains résultats. Maître Masmoudou Ouedraogo. Le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation des résultats de 289 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national pour les motifs suivants. Procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de dépouillement et feuilles de résultats par bureau de vote non parvenus. Enveloppe parvenue mais contenant uniquement des bulletins nuls. Le Conseil constitutionnel a enregistré et examiné 33 recours dont les détails sont annexés au présent procès-verbal. Les irrégularités ne sont pas de nature à affecter la sincérité des votes, soutient le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la sincérité, la transparence et la régularité du scrutin, le Conseil constitutionnel décide. L'élection des députés à l'Assemblée nationale du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Les résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale sont proclamés ainsi qu'il suit. Mouvement du peuple pour le progrès MPP, 56 sièges. Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, 20 sièges. Nouveau temps pour la démocratie NTD, 13 sièges. Union pour le progrès et le changement UPC, 12 sièges. Union pour la renaissance, Parti Sankaris, UNIR PS, 5 sièges. Les 127 députés fraîchement élus sont issus de 15 partis et formations politiques. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir et ses alliés sont les grands gagnants de ces élections législatives. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Aïssatou Gueye-Ba. Coronavirus au Sénégal, une tendance haussière qui continue sa propagation. 8 décès enregistrés en 48 heures et 88 nouvelles contaminations citées ce dimanche. La solution face à la montée des cas Covid, un vaccin, martèle le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Vous avez suivi sa réaction dans le journal, notamment un extrait de l'émission Objection de ce matin animée par Baye Omar Gueye. Puis l'arrêt de l'exportation d'arachide, le COPEGA demande la réouverture du marché, un blocage qui risque de compromettre les accords entre le Sénégal et les partenaires étrangers. Dans ce journal, nous sommes également allés au Mali où les autorités de transition ont décrété l'état d'urgence face à la montée des cas de contamination. Au Mali, plus de 6000 cas et plus de 200 décès ont été recensés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dey qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Babacar Samb à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Restez sur nos ondes. Dans un instant, la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elhaj Pape Dieng et Elhaj Malik Ndiaye.